Ok, enfin on y est, la fin de ce top 100 qui, je vous l'avoue, m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Bonjour à tous, c'est toujours Yanis et les quelques points de vie qu'il me reste pour terminer cette année en beauté avec ce top 100. Voilà, toujours merci à ceux qui suivent, à ceux qui m'ont écrit, c'est un plaisir. Sans plus attendre, voici et tout simplement le top 10, mon top 10 personnel des plus grands albums de rap français de l'histoire, mesdames, messieurs. Mais avant de commencer, non, je ne vais pas parler de sponsor, mais de quelques mentions honorables d'albums que j'ai oubliés. Alors j'ai pas mis Arsenic, quelques gouttes suffisent, parce que désolé pour les fans de Lino, et je sais que vous êtes beaucoup, je me suis jamais pris Arsenic, à part sur Opera Puccino. Il y a l'EP Buffy de Grumps, qui est un rappeur que j'apprécie énormément, que j'ai oublié, tout simplement, j'ai oublié cet album. Trinity de Lelo, que j'ai oublié, et que j'aurais certainement classé pas très loin de L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Voilà, il y a eu quelques oublis, mais grosso modo, le compte est bon, et là on va rentrer vraiment dans le dur. Ce qui m'a fait le plus vibrer dans ce fucking rap français. On y va, let's go. Ok, alors vous vous doutez bien que si depuis que je me filme sur YouTube, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, il y a cet album en version tapis qui est là depuis tous les différents studios que j'ai fait, et c'est pour une raison bien précise, c'est que tout simplement c'est un de mes albums préféré du rap français. Hamza, Hamzito la légende, ou comment réussir à faire kiffer les meufs quand t'es au croisement entre Mathieu Valbuena et Faudel. No offense, mais vraiment... j'avais fait une vidéo sur Hamza qui est aussi dispo sur la chaîne, et dans laquelle je revenais surtout sur toute l'importance de... faire de l'expérimental, expérimenter, sortir des mixtapes et tester comment le public reçoit ça. Et je trouve que c'est ultra important cette phase expérimentale pour un artiste. Et la liberté que Hamza s'est donnée sur ses premières mixtapes jusqu'à Santa Sauce 1, avant de comprendre sa musique et son public et se comprendre aussi lui-même, c'est presque une obligation si vous voulez progresser en tant qu'artiste. Du coup, après nous avoir régalé avec des projets de fou qui restent quand même marquants, H24, Zombie Life, Santa Sauce, mais aussi New Casanova, qui sont des projets que je trouve tous bien et qui sont pas tous dans ce top 100, à part je crois Zombie Life que j'ai mis, parce que c'est un peu des projets fourre-tout. Je surkiffe la moitié et je déteste l'autre moitié, ce qui est très difficile à classer en tant que projet. Les bases étaient donc posées, mais pour frapper un grand coup, il fallait viser le perfect. Et avec Bellagio, du coup son manager, beatmaker, directeur artistique, ils vont taffer à mort sur son image. Ils vont effacer tous ces anciens clips faits un peu à l'arrache et taffer sur une cover de fou. Et franchement, pour moi, pareil, au niveau de la cover, c'est iconique. Une tracklist absolument sidérante de bon goût sur 14 titres. Voilà l'un des projets les plus savoureux et mielleux qui m'ait jamais été donné d'entendre dans le rap. 1994, c'est un album qui a le brio de faire du neuf avec du vieux. Parce que, en fait, le génie d'Hamza, je trouve, c'est pas de refaire une énième copie vintage de la vibe R&B des années 2000, mais c'est vraiment de prolonger le genre pour en faire quelque chose de moderne. Et clairement, me faites pas mentir, on n'avait jamais entendu ça en France. Et 1994, quand ça sort, faut savoir que Hamza, je suis pas encore à fond dedans, bien que je kiffais des sons à lui comme La Sauce ou quoi. Et le premier titre sur lequel je tombe, c'est Vibe, et ce clip là où il est tout mignon en maître nageur, et je me prends une gifle. En fait, phénoménal, incroyable. Je me dis, attends, je rêve ou quoi? Ils ont réussi à canaliser toute l'énergie que représente un moment aussi simple et basique que, je sais pas, bronzer au soleil au bord d'une piscine, et ils l'ont converti en musique, informatiquement parlant. Je te vois quand tu danses pour lui. Je sais que tu sais que je te vois. D'ailleurs, Vibes, c'est, je crois, une des rares prods de l'album qui a été fait par Hamza. Et je sais pas, je me mets d'un coup à écouter ce son, genre 15 fois par jour pendant un mois, sans que une seule seconde ça me lasse. Vraiment, Vibe, je sais pas ce qui m'a pris avec ce son. Mon cerveau ne voulait écouter que ça. C'était abusé. Et à un moment donné, je me dis...
vas-y, il faut quand même que je découvre le reste de l'album en pensant naïvement que c'était par la grâce d'un malencontreux hasard qu'il avait réussi à m'attraper à ce point sur Vibe. Et devinez quel son j'écoute en deuxième du coup de l'album, c'est Godzilla. Godzilla, bordel! What is this chicken, bro? C'est incroyable, ce son Godzilla, il est en 8 dimensions pour moi. Voilà, c'est un son de malade mental. On n'était plus du tout sur le côté soleil sucré de Vibe. On était dans un truc un peu sombre. C'est tellement, mais tellement profond. Et ce morceau, il touche des connexions neuronales chez moi qui sont habituellement pas du tout faites pour la musique. Et d'ailleurs, c'est drôle ça, parce que ça m'a rappelé un truc qui m'est arrivé il y a à peu près 2 semaines. Je suis dans mon TGV pour entrer sur Paname. Et je tombe sur 3-4 personnes, qui sont des collègues de taf apparemment, qui s'assiedent en carré autour de moi. Je les entends discuter de musique et plus précisément de rap. Bon, moi, comme c'est à peu près mon taf, je tends un petit peu l'oreille et ils étaient pas si âgés que ça, genre un peu plus que moi, et ils avaient, désolé mais des avis catastrophiques en musique. Je serrais les poings tout le long, je les entends dire que Jul c'est immonde, que les gens font semblant, que le rap c'est dénué de paroles, c'est pas Jacques Brel, bref que des trucs de boomer. Mais en vrai c'est pas ça le souci, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ce qui m'a trigger, c'est quand la fille du groupe a dit la musique quand même à la base c'est l'écriture, c'est la plume, sinon c'est pas de la musique. Et là j'ai dû me contenir pour pas lancer un Hadouken, ok, parce que je me suis dit comment tu peux dire une dinguerie pareille. Les paroles, l'écriture dans la musique, c'est venu mais tellement plus tard dans l'histoire du son. La musicalité, ça parle d'abord au corps, au cœur et ensuite à la tête. C'est ce qui différencie le rap ou du slam d'ailleurs. Et réduire la musique au texte, comme si la partie instrumentale était secondaire, c'est qu'il y a un truc que t'as pas capté. Toutes les musiques du monde, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Asie, même en Europe au Moyen-Âge, c'est surtout fait pour le corps. On revient à un état brut du rail qui est transcendant. Le son perdure et perdure et perdure. C'est pas une musique qui s'adresse à l'intellect, c'est une musique qui s'adresse au cœur. Le rail. Et du coup, plus c'est redondant, plus avec la répétition, ça y est, on oublie le cerveau, on réfléchit plus aux paroles. On se laisse porter par quelque chose de mystique, par une énergie. Bref, tout ça pour dire que j'apprécie les textes dans le rap, mais c'est pas pour moi une nécessité. Et l'album d'Hamza, on sent bien que malgré le propos, il est pas dans une recherche textuelle, mais avant tout esthétique. Et sur 1994, dans cette recherche esthétique, on atteint des sommets. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça une mixtape, ça a tout d'un album, que ce soit le mix qui est parfait, le track listing ou la couleur des instrus, tout prend forme dans cet ensemble de morceaux à la fois ultra accessible en même temps insaisissable, comme si l'épaisseur des morceaux leur donnait une durabilité infinie. Et je le répète, je ne me lasse pas de ces sons, c'est fascinant. Je l'apprécie toujours comme si c'était presque la première fois que je l'écoutais. Et le seul minuscule défaut, mais vraiment c'est une poussière que j'ai relevé, c'est qu'il a appelé la mixtape 1994 et je suis né en 1995, désolé, ça me vexe personnellement. Non, plus sérieusement, il y a un morceau, Monopoly pour ne pas le nommer, que je trouve un peu en dessous du reste et qui m'a tout l'air d'être un son qui aurait dû se retrouver dans Zombie Life ou Santa Sauce 2, je sais pas trop, mais voilà, le son est pas mauvais, mais je trouve qu'il casse presque le perfect qu'est 1994. L'une des plus grosses frappes musicales que je me suis pris, et rien que pour ça, ça méritait largement d'être dans mon top 10 all time. Je suis dans mon délire, je fume trop de weed. Je suis dans mon délire, je fume trop de weed. Si vous avez suivi ce top dans son entièreté, vous avez pu observer à maintes reprises mon délire autour des premiers projets et que j'avais une affection particulière pour ces derniers. Ok, on a compris. Je vous présente le maître, l'empereur dans ce délire. Batterie faible de Damso. Et cette affection que j'ai pour les premiers projets de rappeurs, et quand je dis premier vrai album studio, évidemment Damso il avait sorti des trucs avant, je pense qu'il y a une raison assez pragmatique à ça, au-delà de ce qu'on peut penser, en allant et en creusant un peu plus loin que les rappeurs ils deviennent moins bons quand ils percent et ça s'arrête là, parce que l'argent que le succès leur a amené les rend plus tristes, donc ils sont heureux et du coup ils ont moins les crocs. Ok, ça c'est évident, mais il y a une raison qu'on
cite jamais et qui je pense explique aussi pourquoi les premiers projets de rappeurs sont souvent les meilleurs, pour moi en tout cas, c'est que les premiers albums de rappeurs, c'est souvent des années de charbon, c'est une accumulation de travail pendant des années qui est cristallisée à un moment donné où il fait son album studio, il rencontre les bonnes personnes, le bon DA, et bam, ça fonctionne. Alors que les albums d'après, si on prend l'exemple de Damso, c'est quoi, 1 ou 2 ans de travail, max 3 ans. Ajoutez à ça l'ère du streaming depuis 2015 qui force les rappeurs à avoir tout le temps cette constance dans leur sortie parce que disparaître et revenir avec un album, faut être soit sûr de soi comme Zizou dans les arrêts de jeu et tout le monde n'est pas Nekfeu ou PNL. Donc la stratégie du silence, vraiment c'est pas pour tout le monde. Du coup cette notion de travail cumulé depuis des années, ça a plus de chances, en tout cas ça améliore les probabilités de créer un petit chef-d'œuvre. Vous me suivez? Ok, oubliez complètement ce que je viens de vous raconter parce que Batterie Faible a été écrit, enregistré, produit et mixé par Crazy d'ailleurs en seulement 3 mois. 3 mois. Rendez-vous compte les gars, 3 mois. 3 mois. 3 mois. Ce qui me fait dire que finalement, la durée de travail d'un album, en fait, ça veut rien dire. Pour rappel, Human After All des Daft Punk a été composé en 2 semaines. Et si Projet Bluebeam est l'équivalent musical parfait d'un mec qui est en plein trip sous Lean, Batterie Faible, pour moi, c'est vraiment la même chose, mais avec le THC, le dégoût de la vie, le fait d'être apathique, presque sans vie, observer la destruction de son humanité et de son âme, qu'on peut retrouver dans le désormais classique Amnésie, Quotidien de baiser ou Exutoire. Et tout ça, ça crée une ambiance un peu macabre. Il le verbalise pas, Damso, dans cet album, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est au bord de prendre un tabouret, une corde, en fait. Et cette ambiance macabre, elle est appuyée musicalement aussi, notamment par les notes de piano, par exemple, sur Exutoire, samplé d'un morceau incroyable d'Agnès Obel. Loin des plages ensoleillées, j'ai su trouver sommeil. Le cœur sur une plaque allumée, j'écoute Agnès Obel. Et d'ailleurs, ce morceau-là, ou d'autres de Batterie Faible, ça m'a toujours fait penser à la musique d'Eric Satie. Et je vous jure, c'est pas pour me lébran et faire des comparaisons bancales de branlette intellectuelle entre le rap et la musique classique, mais vraiment, ce que je veux dire, c'est réel. Eric Satie, c'est un compositeur, pianiste du 19e siècle, que certains d'entre vous doivent sûrement connaître ou ont déjà entendu, c'est pas non plus ultra underground. Et il a fait une série de compositions qui s'appelle Gnosienne, et la première, c'est incroyable comment ça me rappelle Batterie Faible dans l'esprit du son, vraiment c'est hallucinant. Et en faisant des recherches, j'ai appris que Eric Satie, il était considéré comme appartenant au mouvement surréaliste dans l'art. Et le surréalisme, c'est parfaitement défini par André Breton, je sais pas qui est ce mec, et il définit le surréalisme comme un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. En gros, le surréalisme, c'est la recherche, une exploration dans son propre inconscient, et je trouve que c'est exactement ce que fait Damso sur Batterie Faible. Bref, il y a aussi la tristesse d'un son comme Autotune. Comment vous expliquer, et je vous jure, je déconne pas, ce son, pour moi, il a une odeur. Il a une odeur particulière. Voilà, c'est pour moi le parfum de la dysphorie post-coïtale. Un truc dont beaucoup d'hommes souffrent, dont moi. Et si vous savez pas de quoi je parle, tapez ça sur Google. Et sinon, ceux qui savent. Et j'étais vraiment assez content de savoir que ce que je ressentais avait un nom scientifique, mais en plus était partagé par 80% des hommes. T'es la deuxième que je ken sur le même drap. J'écris sans thème car je ne t'aime pas. Après l'orgasme, je prends plus soin de toi. Et du coup, sur Autotune, je trouve que c'est vraiment l'ambiance. Si on devait faire une musique de ce syndrome, de cet effet-là, ça serait Autotune de Damso. Mais avant d'arriver à une dysphorie post-coïtale, il faut bien évidemment coïter. Et le morceau Monde qui conclut l'album en est l'illustration parfaite sur une prod faite de lui-même par ailleurs. Et d'ailleurs, niveau prod, on est gâté, pareil, on retrouve les grands classiques dont je parle depuis tout à l'heure, Toolsmatic, Midsizer, De La Fuente, bref, une réunion de Krakos en gros. Je suis dans mon délire, je fume trop de weed, oh non. Défoncé, j'expire, vrai OG, Dolan. Et à l'époque, pour parler un peu de moi, j'étais un peu dans une période de sevi, genre. Et cet album, je vous jure, il me parlait, mais tellement de malade. Peut-être que pas mal d'entre vous vont trouver que je surclasse l'album, et
objectivement, peut-être que c'est clairement le cas. Et je crois savoir que c'est jamais en plus l'album qui est cité comme étant le meilleur de la discographie de Damso par les fans de Damso. Mais pour moi, il n'y a absolument pas photo. Batterie faible au moment où ça sort, c'est, sans faire de mauvais jeu de mots, un exutoire total qui m'a accompagné les soirs de marche bien longues quand je faisais mes études et que j'avais plus de quoi prendre un Uber. Quand on fait le compte, on se retrouve dans ce top avec beaucoup d'albums de Booba. Bon, ça c'était évident, mais la puissance du Duc, c'est aussi tous les albums que j'ai cités de ce top sur lesquels il a été directeur artistique. Et pour moi, son plus gros chef-d'œuvre avec cette casquette-là de DA, c'est l'incroyable. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Dans les veines, je n'ai que de la classique, que de la classique. Vous vous souvenez sur la vidéo d'avant quand je parle de UMLA et que je dis que la cover, elle était tellement iconique qu'on a l'impression qu'elle a toujours été là. Ben pour Or Noir, ça s'applique totalement à la cover, comme UMLA, mais aussi au clip. Pour la plupart, en particulier Zo, les phases de la plupart des hits, et je demande d'ailleurs à n'importe quel auditeur de rap un peu assidu, il est capable à peu près de me recracher au moins un couplet de cet album par cœur, sans se tromper. Donc tous les prods, les paroles, les clips, la cover, les freestyles, tout est iconique. Je sais pas comment il a fait pour être légendaire à ce point sur absolument tout un album et tout ce qui en a découlé. Rarement on avait apporté autant de soin à un album. Absolument chaque phase est designée pour assassiner. Et d'ailleurs combien de refs à cet album sont rentrés dans le langage courant. Et c'est assez drôle parce que j'ai pas tout de suite capté que c'était un classique Or Noir, même si perso je me suis pris assez rapidement l'album à sa sortie. Et bon évidemment c'est la transition vers la trappe et je me souviens à l'époque qu'il y avait un tas de gens qui ont mis Caris dans la catégorie de rappeurs gratuitement vulgaires. En témoigne la vidéo de John Rachid sur Caris, j'ai mal au rap. Je lui jette pas la pierre, hein, mais sur le moment, il y avait pas un truc, un événement surdimensionnel dans le rap. C'était un bon album, tout le monde écoutait Caris. Mais j'ai l'impression qu'il a fallu attendre quand même 2, 3, 4 ans avant qu'on ait du recul et qu'on se dise « Ah ouais, mais en fait, il était dingo cet album ». Alors, pourquoi Or Noir est à ce point un classique? En fait, si on regarde au sens strict la définition d'un classique dans les arts, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une œuvre soit considérée objectivement comme un classique? Déjà, faut que ce soit un succès critique. Ok, là c'est bon, tout le monde a été d'accord plus ou moins pour dire que Or Noir c'était un bête d'album. Ensuite, faut que ça vieillisse bien. Ok, gagné, là aussi, pas de souci. Tous les sons se réécoutent super bien. Après, faut que ce soit précurseur ou avant-gardiste dans son domaine. Je vois pas d'autres albums plus avant-gardistes et plus précurseurs que ça. Faut aussi que ce soit un game changer dans son domaine. Genre, est-ce que ça a eu un impact sur les œuvres qui ont suivi, les autres œuvres, les autres artistes? Et là, évidemment, oui aussi. Et enfin, le 5e critère, c'est un critère qui est d'ailleurs souvent discuté et discutable, c'est le succès commercial. Et c'est intéressant parce que, est-ce que, en gros, un écrivain qui a écrit un banger monumental qui transcende tout, mais qu'il a écrit ça dans sa prison du XVIIe siècle, et que personne n'a lu, est-ce que c'est un classique si personne l'a lu? Moi je pense que non. La validation populaire, c'est une condition qui est valable, mais voilà, c'est que mon avis. Et Or Noir, pareil, un gros carton en termes de vente, et ce dès sa sortie, puisqu'on comptera pas moins de 19 000 ventes en première semaine. C'est pour un rappeur que personne connaissait il y a un an, stratosphérique, vraiment. Évidemment, tout est discutable dans les critères que je listais, mais c'est intéressant de voir que, en fait, Or Noir, c'est la définition stricto sensu d'un classique dans l'art. Dès l'intro, ça te fracasse la tête. Avec Bison, on savait déjà où on mettait les pieds. Les prods de Thérapie avec ses trompettes qui annoncent la venue du plus grand album de ce début de décennie, et depuis plus rien sera jamais pareil. Un rappeur d'ailleurs qui, j'aime bien, assume complètement à bras le corps l'aspect classique ultime, et le fait que jamais il refera aussi bien, vu que Caris a quand même pas mal surfé dessus avec des albums qu'il appelait Or Noir partie 3 ou les scènes spéciales Or Noir qu'il a pu écumer tout l'été au festival. Et ouais, j'ai le seum d'avoir raté ça. Je sais que vous connaissez tous l'album, mais juste pour vous rappeler, on parle d'un album
où on a Bison, Zoo, Siroc et Je Bibi qui s'enchaînent. Rien que cet enchaînement suffit à en faire quelque chose d'extraordinaire. Cette énergie, elle casse vraiment avec ce qu'on a dans le rap à l'époque. À ce moment-là, il est complètement dans son personnage à fond et loin du mec avec un capital sympathie qu'on voit aujourd'hui dans les interviews récentes avec Caris. On parle de la période où il était trop bresson, même jusqu'aux interviews ou à ses freestyles légendaires sur Skyrock qui étaient juste hallucinants, vraiment top tier des primes du rap français ce moment-là, parce qu'on se prenait une gifle surpuissante et en plus on a été juste aux prémices de ce qu'allait être le second âge d'or du rap. Je pense que s'il y a une sortie d'album dont je me souviens parfaitement et que je kifferais revivre, ça serait clairement l'arc Or Noir dans le rap français. Ceux qui se souviennent et qui l'ont vécu le savent. J'ai comme envie de sauter dans le vide, me passer la corde au coude, me noyer, m'entailler les veines du coude au poignet. J'ai comme envie de me mettre une balle dans le crâne. Alors un album, je crois que tout le monde a saigné, difficile de dire des choses. Encore une fois, la vie d'Aurel est tellement documentée que voilà, j'ai rien à vous apprendre sur cet album. Mais ce que je peux dire à titre perso, c'est que c'est un album qui m'a marqué pour toutes les raisons que vous connaissez, mais aussi et surtout parce que je l'ai énormément écouté et je sais pas si ça vous le fait vous aussi, ceux qui ont joué à des jeux vidéo en écoutant des albums. Ils ont une saveur particulière. Vous rattachez votre expérience de jeu à une expérience auditive et tout se lie. Et moi, je jouais à World of Warcraft à fond à l'époque et je me souviens de journées entières que je passais à farmer les Carmines ou Stranglerons en écoutant Perdu d'avance. Forcément, l'expérience fait rentrer l'album par absolument tous les ports d'entrée HDMI de mon cerveau, qu'on appelle aussi des tympans pour le grand public. Et la puissance de cet album réside pour moi dans la capacité d'Aurel, grâce notamment au taf de Scred toujours, à trouver l'équilibre parfait et accessible entre raconter la vie d'un mec à qui il arrive des trucs extraordinaires, mais en même temps banal. En fait, Perdu d'avance, c'est la vie d'un mec extraordinairement banal et qui parvient à toucher autant de monde en racontant des choses aussi précises et détaillées qu'une femme qui tombe enceinte sans savoir qui est le père dans 50%, mais en même temps auquel tout le monde pouvait s'identifier et se rattacher comme rentrer d'une soirée de merde ou le discours abominablement drôle qu'il tient dans Pour le pire. D'ailleurs, c'est vraiment un de mes sons préférés de l'album, je trouve que personne n'en parle trop de ce son. Et le paradoxe, c'est que Perdu d'avance, au début, est porté par le titre Différent, qui aura un impact monstrueux sur une quantité de Français de province qui vont se dire « Ah, mais on est différents, nous aussi, on est comme lui !» Alors que, non, du coup, vous êtes beaucoup des gros geeks losers comme ça. C'est juste que vous sortez jamais de chez vous pour vous rencontrer. C'était moi, à 14 ans. Bref, un album qui prend le contre-pied du rap dans son propos, mais qui aussi a un côté vrai bon album de rap, n'en déplaise aux haters. Je cherche mes limites, lâche le corps du rap sous mon gilet. Personne te sauvera, car toi dans le cul, t'en as mêlé. Ok, j'ai une théorie sur le rap et les publics dans le rap. Je pense que dans le rap en France, il y a 3 publics, 3 ennemis en vérité. Les meufs qui vont être sensibles à des rappeurs comme Nekfeu, Hamza ou Luigi. Les bobos, ou ce qu'on appelle vulgairement le rap de Yankee, qui vont écouter Lorenzo, Orelsan, Luigi PK. Et enfin, le rap de rue qui va parler à la rue et qui aura un écho dans les quartiers comme récemment ZKR. Et là, je parle pas de vous ou moi, qui sommes des individus, des personnes avec leurs nuances et leur complexité propre. Je parle purement en termes d'analyse sociologique des masses. Et SCH, pour moi, c'est un des rares Français à y arriver. Il fait partie des très rares rappeurs à concilier ces 3 publics de manière quasiment unanime. Le seul à ce point à avoir convaincu autant les 3 publics, pour moi, c'était la section d'assaut à un moment, et encore, ça coûtait pas tant que ça dans les quartiers, la section d'assaut quand ça a percé, et surtout Booba en fait. Moi, comme beaucoup de gens, quand je découvrais CH, je capte pas le délire du tout. Vraiment, on est une quantité astronomique de gens à pas s'être pris l'album tout de suite à sa sortie. Je connaissais juste ces clips qui étaient cool, je découvre notamment sur le clip de Gomorrah, et à l'époque, j'ai un pote qui était matrixé par SCH. Et je me souviens qu'un jour, il met le clip de Morpheus, qui était un morceau censé teaser à 7, donc sorti avant la mixtape, et je me souviens lui avoir dit « Attends, tais-toi, ferme-la. C'est quoi ce poulet? Rejoue-moi ça, s'il te plaît, Bader, dédicace à toi. » Et c'est parti, je m'écoute Morpheus pendant 2 semaines, non-stop, en écoutant rien d'autre. Évidemment, à l'époque, j'étais dans ma era chien de la casse étudiant, donc j'étais au max de moi-même quand j'écoutais ce son. Assez naturellement, je me mets du coup à écouter A7, et là, révélation, il y avait tout ce qui faisait un bon album de rap. La rue, une écriture, la sensibilité,
la créativité, le côté un peu expérimental qui tape à chaque fois juste vraiment à 7. Pareil, évidemment, si je le classe aussi bien, c'est que c'est une de mes meilleures expériences rap français en tant qu'auditeur. Et surtout, SCH, on n'a jamais entendu ça avant. On n'a jamais réussi à le mettre dans une case. On l'a jamais comparé ni en France ni ailleurs. Orelsan, même si je sais qu'il aime pas ça, c'est quand même assez proche de la case rap alternatif inspirée par les Outkast aux États-Unis. Caris, c'est la trappe de Chicago. Doc Gineco, c'est la West Coast et Snoop Dogg. Et même Booba, c'est Mobb Deep au début, puis 50 Cent après. Et la plupart des grands albums de rap comme ça sont reliables d'une manière ou d'une autre à une scène américaine. A7 de SCH, pas du tout. On a souvent attribué à Jul l'étiquette de rappeur qui est le premier vraiment à avoir une proposition 100% française et créer un genre. SCH, il n'a pas créé un genre à part entière parce que c'est une interprétation très très personnelle. Il n'y a pas vraiment de SCH type beat ou quoi, mais on pourrait aussi lui attribuer ce mérite d'être un des rares rappeurs à pas avoir benchmarké de la musique des États-Unis et tout, mais tout est tellement bien rodé sur cette mixtape. Je sais pas s'ils avaient conscience qu'ils étaient en train de faire un des plus grands projets de rap français du 21e siècle quand ils ont taffé ça. Et j'ai même pas envie de vous citer les morceaux qui m'ont marqué parce que les morceaux qui m'ont marqué sur A7, il y a que ça en fait, aucun skip. Là aussi, John Lennon, A7 pour commencer l'album, c'est classique, Rêve de gosse, Solide, Je reviens de loin et Fusil, mais ça a chialé, Champs-Élysées, c'est un banger sans nom, et même les titres dont on se souvient peu, comme Pas de manière avec Sadek et Lapso, j'ai mangé ça tous les jours au petit déjeuner, miam. Enlève ta culotte, salope, pas de manière. Prends ma bite en main, bébé veut faire carrière. Elle veut faire carrière. A7, c'est les pensées psychotiques d'un gamin surdoué de 22 ans sur fond d'autotune complètement exacerbé, qui sent le tabac froid, qui assume autant sa rage et sa rancœur que sa sensibilité et son incapacité à sauver le monde et son âme noircie par le shit. Tout sonne comme un album designé dans un monde post-apocalyptique. Il n'y a aucun espoir dans ce projet, juste le vide et la profondeur des prods de Corps ou de Guilty. L'interlude par exemple de Jenny et Chiro, c'est du génie en termes de composition. Écoutez-la, fermez les yeux, réécoutez l'interlude, on dirait quelqu'un qui observe le monde se détruire, se déconstruire devant ses yeux, incapable de faire quoi que ce soit. Une direction artistique tellement léchée que ces gimmicks comme Gotse ou Motherfuck vont rentrer dans le logage populaire, et c'est un truc intéressant ça, une bonne direction artistique. Au final, c'est un truc qu'on peut facilement imiter ou parodier. J'ai écrit l'album dans les lampes, pas dans les noms, pas dans les sacs. Chaque si il fait l'homme, tâche son pour une chaque. C'est d'ailleurs pour ça que Masqué, les recettes, ça marchait bien. À l'époque, on a une quantité de rappeurs qui arrivent avec des directions artistiques phénoménales. SCH se mangera un disque de diamant pour son arrivée dans le rap français, un chiffre jamais égalé dans sa carrière, une qualité jamais égalée aussi, mais vu le reste de sa discographie honorable, on va pas lui en vouloir. Le sombre monarque débarque, les États ne semblent plus voir la puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas. Pour ceux qui ont suivi tout mon top 100 depuis le début, c'est simple, vous prenez tout ce qui a été fait de mieux sur les projets que j'ai cités, de Akhenaton à Shuriken, en passant par le palais de justice de Freeman, la créativité de Ombre et Lumière, le côté expérimental en moins, et même Sad Hill de DJ Keops dont j'ai pas parlé qui est excellent. Bref, cet album, c'est la crème de tout ce que IAM a pu faire de fou. L'école du micro d'argent, c'est monumental à quel point il m'a fait aimer le rap français. J'ai pas honte de dire que j'ai découvert le Wu-Tang grâce à eux à l'époque, et j'ai forgé ma culture rap américain à partir de ça. Fauché sans occupation, il n'y a pas pire. Je ne possédais rien et je voulais fonder un empire. J'ai persisté. Tout presque touche la perfection sur ce projet. Là où sur Ombre et Lumière, on avait une multitude de sujets, des prods expérimentales parfois perchées, qui étaient pas toutes bien. Je danse le Mia qui était marrant. Là, vraiment, la fête est finie. Ils sont là pour représenter leur clan, comme le serait un maître Shaolin ou, je sais pas, les élèves de Tortue Géniale au tournoi des arts martiaux. Ils représentent l'école du micro d'argent, et puisqu'on retrouve ce côté ego trip et combatif un peu partout dans l'album, et ce, dès cette intro de zinzin dont je me remets toujours pas, avec cette prod phénoménale de Imhotep, samplée de chants tibétains. Réfléchir avant d'écrire, le principal élément, ça paraît si simple à faire, pourtant mon écoute est claire.
Vraiment, il y a un côté rage au ventre qui leur est venu à ce moment-là. Je sais pas d'où. Et moi, les titres comme Petit Frère, je trouve pas c'est les meilleurs. Ils traduisent pas forcément l'excellence de l'album, qui est absolument pas moraliste sur le fond, à part sur ce titre. Le seul moment un peu décontracté de l'album, c'est Elle donne son corps avant son nom, un storytelling assez cool où Akhenaton et Shuriken se font racketter par des timbres. Vraiment, littéralement, c'est le sujet du morceau. Rien à voir avec l'album, mais c'est marrant. La voici sexy qu'occupe mon esprit. Sinon, le reste, c'est que de la noirceur, l'enfer en feat avec Fab et East. D'ailleurs, East, qui est un rappeur complètement oublié de l'histoire, mais qui était considéré comme un petit ultra prometteur à l'époque, et qui mourra d'un accident de scooter en allant un freestyle Radio Nova. Sauf que, en fait, 2 jours après sa mort, il était attendu par IAM pour poser son couplet à Marseille. Malheureusement, il sera évidemment pas au rendez-vous, mais Cut Killer, qui était son DJ et son ami, transmettra un acapella à IAM qui réussiront quand même à le faire poser sur ce morceau et qui permettra de le faire briller un petit peu à titre posthume. Quelle est leur motivation première? L'enfer est sur terre, le blanc, le noir ne sont pas roses. Faut-il encore que le sang coule? La saga avec le Wu-Tang, meilleur feat rap français, rap US de tous les temps, pour moi, et on n'a toujours pas fait mieux. Un bon son brut pour les truands avec ce couplet légendaire de Freeman, et en outro, Demain c'est loin, morceau fleuve dont je connais les 9 minutes encore par cœur, alors que IAM j'écoute plus trop tellement. J'avais fait une overdose un peu à l'époque, et vraiment cet album, j'aurais tellement payé cher pour voir la tête des gens qui se sont écoutés l'album la première fois. Imaginez sur ma chaîne Twitch, on est en 1997, on écoute ça, je pense que je pète mon crâne en deux en fait, tout simplement. Le tour est structuré autour d'un excellent mix, fait par des ingé-sons à la précision d'orfèvre, mais aussi une utilisation des samples et des scratchs. C'est aussi l'album de rap français le plus vendu de tous les temps, et je pense comme Michael Jackson dans la pop internationale, jamais personne battra le record, sauf peut-être PNL sur la durée, parce que l'école du micro d'argent fait encore des ventes de fou aujourd'hui en 2023. On retrouve l'album dans le top des ventes vinyle chaque année par exemple. Le travail minutieux d'IAM depuis des années qui atteint son paroxysme sur cet album, pour qu'à la fois ça sonne dans les codes du rap, mais toujours un peu comme sur Ombre et Lumière, en brisant systématiquement les codes par moment, en font un des plus grands albums de la musique française, et surtout un album qui n'a pas du tout pris une idée. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès, pour qu'à mon tour je procrée de ceux pour qui le jour porte conseil. Souvent cité comme le plus grand album de rap français all time, j'avoue ne pas avoir capté la puissance de Lunatic au tout début. À l'époque, je déniche un peu les classiques d'une époque que j'ai pas connue, recherchant une nostalgie un peu synthétique, et m'étant pris de passion pour le rap, il y a 2 albums qui revenaient tout le temps et que je me suis pris. Le premier, c'est Quelques gouttes suffisent, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, désolé, vous allez m'insulter, mais il est pas dans ce top, vraiment, je suis passé à côté de cet album, et même si j'aime beaucoup ce qu'a fait Lino, mais bon bref. Le deuxième, c'est Mauvais Oeil, souvent décrit comme l'album de rap préféré des rappeurs, et à l'époque je me prends IAM, NTM, ok, facile d'accès, la Scredco, des trucs comme Triptyque, plus underground, mais pas trop compliqué non plus. Mais Mauvais Oeil, je sais pas, je me le prenais pas de ouf, jusqu'à ce que ma culture rap soit un peu plus solide, un peu plus étoffée, et que par une écoute hasardeuse, j'ai senti la puissance s'emparer de moi, ok? Avant d'arriver à Mauvais Oeil, Lunatic, c'est surtout un duo iconique, Ali et Booba, qui se rencontrent via la Clica, de qui ils étaient très proches, et dans un univers alternatif, Booba aurait pu finir dans la Clica, mais à cause d'une histoire perso, ils prirent un peu leur distance pour être finalement repêchés par Zoxy. Les sages poètes de la rue, très influencés par la vague jazzy ambiance Tribe Called Quest, Zoxy va leur faire enregistrer un premier projet, sorti de l'ombre, influencé par ces sonorités-là. D'habitude il cherche 1 gramme, 2 grammes ou bien un slash. Aujourd'hui c'est tranquille, négro, alors je m'arrache. 4-7 pouces de haut en bas au son de la grosse caisse. Les yeux roulent, recherche en femelle avec de grosses fesses. Chérie, ouais tu sais que tu me plais. Là on peut même entendre sur ce projet le son Cash Flow sur une instru West Coast. L'argent pourrit les gens, je serais pourri jusqu'à l'os. Du casse plein les poches, des meufs et puis des Porsche. Ou encore la première version du Crimpé, qui était mais pas du tout dans la même ambiance que celui qu'on connaît aujourd'hui. On m'a dit que le crime paie, alors j'ai acheté une arme, j'ai appuyé
sur la gâchette, fais couler des larmes, je désarme toutes les grandes gueules, je les calme. Le truc, c'est que le projet est enregistré, d'après Booba, dans des conditions catastrophiques, dans une espèce de KGB miteux, et le duo, après plusieurs allers-retours à New York, se sont un peu sentis rouler en fait, parce qu'ils se sont dit bah go c'est chaud ce qu'on fait, viens on enregistre ça un peu propre. Sauf que Zoxy il leur dit non j'ai pas envie. La légende raconte que le soir de l'embrouille, ils se croisent dans le métro et se font taper dessus jusqu'à utiliser un spray au poivre, et l'histoire en restera là, se séparant de Zoxy et quittant le Beat de Boule. Ils vont ensuite intégrer la fameuse écurie Time Bomb avec laquelle ils vont progresser et sortir des ogives nucléaires sur des compiles comme Les Vrais Savent sur la compilation L432 ou Le Crimpé sur le premier volume de la compilation Hostile, et les gens commençaient vraiment à se prendre des frappes cosmiques en écoutant Lunatic. Ils avaient vraiment trouvé leur style, abandonnant le côté jazzy, bouncy, goofy pour ceux qui le représentaient réellement, deux âmes torturées, l'un Ali partagé entre la rue et la spiritualité comme un membre des 5%ers, et l'autre Booba partagé entre la haine et le fait d'amasser un maximum de fric, chose qu'il fera d'ailleurs. Donc là, clairement, ils ont la hype de leur côté. Ils se font trahir, ils comprennent les rouages du milieu, ils ont fait leur classe dans l'école du micro de bronze auprès de Time Bomb, se font connaître auprès du large public, et après un boycott assumé de Skyrock qui passait pas leur son parce que trop confidentiel d'après eux, ils sortent en indépendance totale, Mauvais Oeil, et là, c'est le cataclysme. Les gens sont comme des fous, ils y croient pas leurs oreilles. J'ai même un grand cousin à moi qui a connu la sortie de l'album et qui m'a raconté que dans son quartier à Paname, à une période, tu pouvais pas descendre de ton bâtiment sans entendre des mecs posés dans une voiture à 6 en train de bouger la tête sur l'album. Et vraiment, si à ce stade du top, il y a plein de sons qui me mettent les frissons, là, c'est littéralement tout l'album. Tout a l'air tout droit sorti d'un rêve, même pas d'un espèce de cauchemar glauque, sur cet album aux élans hallucinogènes, de l'intro qui donne tout de suite le ton ultra dramatique de l'album sur un sample de Johan Pauverdier. Au second titre, Pas le temps pour les regrets, qui devient le classique ultime de l'album. Et vraiment, c'est dans les détails que se cache le génie de ce projet, hein. Réussir à capter toutes les phases de Booba et ses images ultra recherchées, ses tournures de phrases, ses effets de style, les références de Ali à des éléments mystiques de la spiritualité, le choix des prods impeccables, même ce bruit de dauphin, je sais pas, c'est un dauphin pour moi, samplé de je ne sais pas quoi dans l'effort de paix, me rend zinzin. Bref, absolument tout est impossible à oublier, les refrains entêtants qui font bouger la tête de la manière la plus primitive qui soit. L'album qui, en plus d'avoir été un vrai succès commercial et aussi pour être le premier album de rap français à faire disque d'or en indépendant, fait que c'est faux. Je sais pas pourquoi tout le monde répète bêtement cette information, puisque les premiers à faire disque d'or en indé, c'est Assassin. Bref, en plus de ça, si l'école du micro d'argent marquera à jamais le public français, cet album va à tout jamais marquer les rappeurs qui vont se prendre une frappe digne des meilleurs champignons tibétains de l'Himalaya, et poussera toute une génération de rappeurs à prendre la mer et trouver le One Piece du rap français. Pour marquer mon territoire, on veut m'empêcher de pisser. J'arrive sur toi plus vite que les ragots, mon argot sous un carreau, l'air des bords, les poils hérissés. Le travail de Booba, voilà, est colossal. On y revient une dernière fois et je me rends compte à quel point c'est évident de loin qu'il est le numéro 1 dans l'histoire, entre son immense discographie et les nombreux talents qu'il a dénichés et avec qui il a pondu des classiques. En fait, l'espace entre Booba qui est premier et je sais pas qui vous avez envie, le rappeur qui est deuxième, il est abyssal en fait. Et pour moi, le Graal de la carrière de Booba, c'est Temps mort. Alors je sais que ça peut paraître étonnant et que beaucoup considèrent Mauvais Oeil comme meilleur, mais Temps mort pour moi c'est le moment où un joueur de foot tape une action solo jusqu'au bout et marque avec un panache incroyable. Si Nas, quand il sort Illmatic, absolument toutes les productions rap de l'époque ont pompé son flow à un niveau où c'était presque ridicule, hein, les maisons de disques n'en pouvaient plus. Le premier album solo de Eminem par exemple, Infinite, avait été recalé par les labels pour cette raison, en disant à Eminem d'aller s'acheter une personnalité, parce que là c'est Nas frérot. En France, notre Illmatic
c'est Temps Mort. Et c'est le point de départ de tout ce qui sera ensuite dans le rap français, l'an 0 du rap. Et je sais que la fin de Stop commence à prendre une tournure pas si surprenante parce qu'on rentre dans des évidences, quoique attendez le premier, mais c'est juste impossible de pas aimer cet album en fait. Si t'aimes pas, je pense vraiment que t'aimes pas le rap, c'est du sirop, de l'élixir de rap. Déjà, quand il prenait le micro sur les Freestyle Time Bomb en 96-97, c'était tellement évident que ce gamin était designé, écrit par l'histoire pour être une légende dans son domaine. Après le succès inattendu de Mauvais Oeil en groupe, Temps Mort, c'est le solo de Booba. À une époque où je rappelle, c'est pas si courant que ça encore de faire des albums solo sans collectif ou groupe derrière. Pourtant, absolument tous les rappeurs se réclament descendants de cet album, de Orelsan en passant par Diams ou Youssoupha. Bref, le top est en train de se transformer en véritable vidéo sur Booba, donc on va pas refaire son parcours, c'est connu, mais perso, Temps Mort, c'est comme perdu d'avance, hein, non seulement un album qui cassait la matrice, mais aussi à mon échelle perso, un album que j'ai écouté à fond en jouant à FIFA 17 je crois ou le 16. Voilà, c'est pas la formation la plus captivante de la vidéo, mais ça explique aussi pourquoi je le classe très bien. Repose en paix, c'est tout simplement du génie. Je pense qu'on peut aisément classer sans honte ce son à côté d'œuvres comme La Chapelle, Sixtine de Michel-Ange ou Victor Hugo quand il a drop Les Misérables. Rien que la première mesure quand il dit « Mon argot sous un garrot derrière les barreaux, les poils hérissés », c'est tellement imagé, ça fait hérisser les poils en plus. Le niveau d'écriture, c'était vraiment une révélation de fou quand je découvre Temps Mort. J'arrive sur toi plus vite que les ragots, mon argot sous un garrot, derrière des barreaux, les poils hérissés, des gros je vais foutre la merde, je vais me barrer. L'intro de l'album Temps Mort et sa guitare orientale là qui se conclut par « Je demande un temps mort parce qu'on se fait niquer au score, un flot de porc ». Je suis là pour ouvrir d'autres portes, mais incroyable, ça me met les frissons, sérieux. Je sais plus quoi vous dire, j'ai utilisé tous les superlatifs de la terre, je suis fatigué, ce top 100 me détruit la santé, moralement, je suis épuisé. Alors je demande un temps mort, parce qu'on se fait niquer au score, un flot de porc, je suis là pour ouvrir d'autres portes. Mais j'ai envie d'être Temps Mort. Si j'étais un album, je voudrais être Temps Mort. Voilà. Booba, il est toujours aussi déprimé et en colère contre à peu près tout ce qui n'est pas ses potes et sa famille. Bien qu'en termes de prod, c'est pas mieux que Mauvais Oeil, mais quand même un peu plus varié. Les feats apportent aussi un peu de variété, contrairement là aussi à Mauvais Oeil, avec le morceau de Kaina Samet qui, contrairement à la plupart des morceaux de rap, avec un refrain R&B chanté par une meuf à l'époque, ça a plutôt bien vieilli. Ou la manière complètement sauvagesque qu'a L.I.M de débarquer sur le son Animal. Je suis ultra fan de son couplet. Mais je suis qui lucide, lyrique certes puriste, mon scar au shit, anti-nopuliste, explose du corps comme tous ces terroristes. Wow, ce soit la vie pour mon ghetto français. Je dis souvent dans Stop, un album qui porte bien son nom, mais là, Temps Mort, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais il porte terriblement bien son nom. Au milieu de toutes ses sorties, après une époque riche en classiques, il a réussi à débarquer, il a lâché son acquis des rois et tout le rap s'est arrêté de marcher. Chaque prod, chaque phrase est millimétrée, chaque punchline te rentre dans le crâne même par le huc. Écouter Booba écrire sur Temps Mort, sur un flow aussi stylé, c'est comme regarder Messi toucher le ballon. Il y a un truc qui relève de l'extraordinaire, tellement tout n'est qu'une succession presque ridicule de perfect à chaque fois, tout le temps, chaque ligne tape dans le juste. Magistralement orchestré par la prod du bitume avec une plume, et tout ce que touchera Booba ensuite en solo deviendra automatiquement classique. Parce que t'as vu des gueules dans ta vie, tu dis t'as du vécu, mes mots te perdent son âme tant ils sont aigus. Celui-là, je pense que ce sera le premier si je devais faire une vidéo retour classique où je dois vous raconter l'histoire d'un classique du rap français. Honnêtement, je pense que ce serait celui-là. À ce stade de la vidéo, j'ai clairement usé à peu près tous mes qualificatifs, superlatifs pour décrire à quel point un album est au-dessus de l'excellence. Mais s'il doit m'en rester quelques-uns, même 2 ou 3, je saurais les trouver pour vous faire comprendre à quel point Opéra Puccino est l'une des œuvres les plus puissantes qu'on ait eues dans la musique française. Alors, j'ai tellement de choses à dire sur cet album, tellement d'anecdotes, comment il était créé, le taf qui a été fait avec les beatmakers, comment l'album a été un petit flop
une petite déception à sa sortie vu que tout le monde attendait Oxmo sur des délires à la Mamalova, un peu Biggie, et qu'on a drop une œuvre étonnamment triste, même tristissime. Le fait qu'il n'avait que 23 ans à l'époque où ça sort et que encore aujourd'hui, je me demande comment tu peux avoir cette maturité à cet âge et être à ce point lucide et conscient de toi-même et de ce qui t'entoure. C'est d'une intelligence révoltante. Tout est parfaitement orchestré. La vraie puissance de cet album réside aussi dans sa direction artistique tellement bien pensée. Le côté Black Cyrano de Bergerac, comme si le monde était un vaste théâtre dramatique dont Oxmo Puccino serait le narrateur. Et là aussi, hein, c'est que des classiques, hein, l'enchaînement Qui peut le nier, Peur noire, L'enfant seul, alias John Smoke, sur lequel on retrouve un peu le côté Putsch Fiction que le public avait surkiffé. Peu de gens savent, qui est pour moi la meilleure interlude du rap français, tout simplement. La manière dont il parle sur la prod à la fin en disant « Il voulait que je fasse un BEP chaussures, les gens m'ont attendu pour marcher, moi. » Moi j'ai un bon plan pour vous, faites un BEP chaussures. Tu fais moi, les gens ils m'ont attendu pour marcher, moi. 24 heures à vivre avec un Akhenaton somptueux, accompagné de Freeman, Laura Luciano et Pete Bacardi. La loi du point final avec Lino et enfin Mourir 1000 fois, qui est le premier et certainement un des derniers sons de rap français qui a réussi l'exploit à me faire verser une vraie larme. J'ai peur de la mort, je le sais, je l'ai vu, épeler mon nom, appeler des amis, jamais je les ai vus. Je suis de la race la plus haïe du monde, ça fout les jetons, j'ai le monde entier, plus les frères qui veulent que je tombe. L'album est d'une noirceur sans nom. Cependant, la principale maladresse du projet, qui en font un petit défaut minimum mais qui lui enlève en rien son aspect classique, c'était cette volonté d'avoir souhaité à un moment casser la tracklist que son équipe a considérée comme trop sombre pour glisser des tentatives de hits dont Sacré Samedi Soir et Le Mensongeur, que je trouve tout simplement hideux. Voilà, ces sons sont moches, il faut les enlever. Et je suis presque persuadé que c'est vraiment le label qui a voulu lui imposer ces sons complètement ratés, qui empêchent peut-être Opéra Puccino d'être un full no skip. Surtout que le move est complètement débile, parce que ça va pas du tout être les morceaux qui vont faire parler de l'album, en plus d'être des hits ratés. Et Oxmo avouera d'ailleurs lui-même plus tard que il est absolument pas fait pour faire des hits dansants. Il l'a compris sur ses tentatives ratées et il l'a plus jamais refait. L'enfant seul, c'est un des titres mais tellement fort. Une des premières fois où un rappeur parlait à tout le monde, hein, toute classe, toute origine et toute religion confondue, avec cette simple phrase « Viens-tu des bas-fonds ou des quartiers neufs ?» Bref, au fond tous la même souffrance. Il avait une manière aussi très particulière de rapper que personne avait réussi à faire à ce moment-là. Personne n'a réussi à refaire. Le phrasé d'Oxmo Puccino rend le côté immersif de cet opéra géant à échelle humaine assez intéressant. Pour l'anecdote, à l'époque du bac, on avait une option histoire de l'art et j'avais écrit toute une analyse sur Opéra Puccino, j'avais eu 20 sur 20 et je suis un peu deg de l'avoir perdu parce qu'en y repensant, c'était en fait juste ma toute première analyse sur un album de rap, avant même celle de Gros Mots qui n'est jamais sortie. Un album qui m'a accompagné et qui continue à bercer mes nuits quand je suis seul. Cet album, ça s'écoute pas dans la voiture avec ses potes et encore moins en soirée. Ça te chuchote à l'âme, ça se consomme dans les moments de doute seul où t'as besoin d'extérioriser ton amertume. C'est tout simplement un de mes albums préférés de tous les temps. Je pense que je l'aurais mis à égalité avec le premier si j'étais pas obligé de départager. Mais voilà. Alors voilà, nous y sommes. Je suis un peu ému là, vraiment. Après 99 albums de rap français classés, référencés, racontés, décrits à l'échelle du public, décrits à l'échelle personnelle au travers de ma petite existence. On m'a menacé pour mes choix. J'ai été très content de vous faire découvrir des albums. J'ai divisé mon temps de sommeil par deux depuis ces 2 dernières semaines là, pour pas trop vous faire attendre. Nathan au montage va poser en tout cas 3 mois de vacances. Il est en cure, miskin. Mais voici le moment tant attendu. On va m'attraper par la veste probablement pour ce choix, mais c'est pas grave, je l'assume entièrement. Mon album préféré de rap français de tous les temps, certains l'auront peut-être deviné par simple déduction, mais ça n'est autre que... Apprends à faire avec ce que tu as. Toi, tu perds plante. Moi, je veux posséder ce qui me revient. Et qu'est-ce qui te revient à toi, Tony?
Le monde, Chico. Le monde, Chico. Le monde, Chico. Le monde, Chico. J'tends ma pull. Oh shit, le shit. Alors, je sais que certains, ça va vous étonner et que ça ne fera pas sens pour vous que je classe le monde Chico de PNL au-dessus d'albums comme Mauvais Oeil, et pourtant, c'est totalement ce que je suis en train de faire là. J'ai 3 mystères pas résolus dans le rap français. Le premier, c'est pourquoi ce foutu ingénieur du son a oublié d'enregistrer le son dans le battle, l'unique versus Nekfeu au Rap Contenders. Ensuite, le second, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Ateyaba pour annuler la sortie d'Ultraviolet au tout dernier moment avant sa sortie. Et enfin, le troisième, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que deux frères du 91 passent de ça. Je suis un tigre, pas un mouton. Je vivrai ma vie, connard, je vivrai pas celle d'un bouffon. Gros, tu me salues, y a pas de rêve, ton quasi check. Je les connais, les mythos, donc me sors pas de balivernes. À ça. Je veux du N, je veux du V, je veux du G. Pour des sapés taraclis. En seulement 2-3 ans. Non, vraiment, je suis sérieux, je veux savoir. Si j'étais dans le délire complot, j'aurais dit, ouais, c'est sûr, ils ont vendu leur âme au diable, parce que délivrer autant de talent, alors que 2-3 ans avant, tu rappais comme un schlag en galérant à être dans les temps, ça relève vraiment du miracle ou de la magie. Et quel miracle, messieurs, dames, puisque, oui, la plus grande tarte que j'ai pris de toute ma vie en rap français, c'est bien cet album sorti de manière assez discrète le 30 octobre 2015, ce qui fait quand même pratiquement 10 ans, une décennie, donc on a quand même pas mal de recul sur cet album, et je me souviens aussi être passé à côté un peu comme A7 de SCH, en passant de haha, vas-y, c'est trop nul PNL, vas-y, c'est quoi ces faux Arbi là, arrête-moi ces délires, trop bizarre, vas-y, remets-moi du Lucho Bukowski sur les prods de Money Days, là, comme tous les soirs je les spleen, Jazzy Baz, let's go, vas-y, éteins-moi cette... Waouh. Il suffisait d'un léger décalage vers la gauche ou vers la droite auditif de ma part pour tomber tête la première dans la brèche peu large mais si profonde que les deux frères des Tarterets avaient ouvert avec cet album. Absolument tout est mythique et mystique et mythologique dans cet album. De la cover qui reprend volontairement ou non, j'ai jamais su, un des meilleurs albums et un de mes albums préférés, Random Access Memory de Daft Punk, au référentiel nouveau et code que tout le monde va répéter. PNL, c'est avant tout le récit de rappeurs bien rodés qui n'ont pas eu besoin d'interview pour qu'absolument tout soit clair auprès du public. Et ça, c'est assez fascinant, ne serait-ce que d'un point de vue marketing. Ils n'ont pas eu besoin de parler, tout le monde connaît leur histoire dans les détails. Tout est évident pour le public, leur vie, leur légende personnelle, leur daron, leur mère un peu inconnue, Hervé, le Yankee, et encore une fois, le côté noirci de leur âme qui hurle de souffrance sur des refrains autotunés et autres gimmicks scandés de manière instinctive jusqu'à même faire des bruits d'animaux. Je trouve ça phénoménal. Cet album éveille mes 5 sens, vraiment tous mes sens. Évidemment, tout est très bon goût musicalement au niveau de Louis, mais je vois la hauteur des bâtiments de 28 étages dans le 91, avec en bas des mecs assis sur des chaises, Quechua en train de taper un grec en attendant les Yankees. Je sens aussi l'odeur de la pisse dans l'ascenseur. J'arrive presque à toucher les cheveux lissés à la plaque de Ademo qui sent encore le fer chaud. Et le dernier sens, c'est le goût de la tub des deux frères que j'ai, parce que, enfin, j'abuse là, comment je péponne comme ça, wesh. Non, plus sérieusement, c'est un album qui me surprendra toujours. La puissance de morceaux comme Le Monde ou Rien sur l'intro, la première fois que j'ai vu le clip, j'en pouvais plus. Sur Paname, qui met dans un état de dépression extrême le temps d'un titre. Port de Mesrim et son sample de jazz qui m'a tout l'air d'être sorti d'un polar des années 70 qui n'existe pas. Je suis PNL, que j'ai écouté en faisant du scooter sur une île en Thaïlande et qui m'a fait capter à quel point leurs morceaux sont ce qui se rapproche le plus d'une émotion, que ce soit le sentiment de liberté désinvolte sur ce titre ou la sensation du monde qui se détruit et devant lequel on est observateur sur des titres comme Tempête. Ce soir, je fume un gros terre. Je témoigne ton postérieur, je le mets en poster. Même les feats qui sont clairement, disons-le, je sais pas, surbranler l'album, pas impressionnant,
je trouve que ça apporte une authenticité, hein, vu que c'est plus ou moins leurs potes pas trop connus, et que après on n'aura plus jamais de feat de PNL, ou presque. Il y a à la fois une naïveté dans cet album, comme si en le faisant, il s'était adressé qu'à un cercle fermé, et en même temps, dans la forme, tous leurs choix, on dirait, sont calculés pour que la proposition soit une bombe atomique dans le paysage rap, et que ça touche tout le monde. Après 2 grosses décennies de rap français à parler de la rue, de toutes les manières possibles, imaginables, sous tous les angles, il aura fallu attendre 2015 pour que 2 mecs trouvent l'angle parfait. Faire du blues de dealer repenti, que le mal ronge et suit comme un espèce de fantôme comme ça, et ça va parler à tout le monde, parce que t'as pas besoin en fait de venir de quartier ou d'avoir dealé pour pouvoir te reconnaître dans PNL ou t'identifier, ou au pire t'es spectateur de leur mal-être infini, et ça reste toujours aussi fascinant. Ça pourrait être un livre passionnant, un roman profond, ça pourrait être une série fascinante ou un film à l'esthétique léchée, abordant l'existentialisme comme personne ne l'a fait, parce que c'est ça dont il s'agit, d'existentialisme. Sans vouloir me lébrer encore sur de la philo, absolument rien pour eux n'est déterminé dans leur récit. Tout n'est que le résultat de leur choix assumé qui pourrit leur âme jusqu'à la moelle. Mais il n'en est rien. C'est finalement ni dans un livre, ni dans une série, ni dans un film, mais sur un album de rap français qu'on aura ce récit presque mythologique du groupe, qui aura l'une, si ce n'est la discographie la plus parfaite du rap français. Ça pourrait tout aussi bien être une pièce de théâtre, un tableau, un opéra ou une sculpture. Le Monde Chico, c'est une œuvre d'art au sens le plus strict du terme, un moment suspendu, mélange de nostalgie et de spleen de banlieue, cette rage d'être personne, en sachant pertinemment qu'au fond, c'est ni le rap, ni la musique, ni même Paris qui leur revient de droit, mais tout simplement la planète entière qu'ils réussiront à avoir. Bref, en gros, le Monde Chico. Waouh, c'est enfin fini. J'ai réussi à classer 100 albums de rap français, et honnêtement, je suis assez content, et j'ai hâte de revoir les vidéos parce que là j'étais dans le jus, et vraiment c'était une expérience assez particulière. Je vous ai suffisamment remercié, donc je le refais une dernière fois. Merci à vous pour vos retours. Moi, je vous laisse. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, je le dis jamais. Abonnez-vous sur Twitch aussi, le rap-du-bas en mieux, Twitter, Insta. J'en parle jamais aussi, mais j'ai une chaîne secondaire où je mets pas mal de rediff. J'essaierai de mettre du contenu aussi dédié sur la chaîne secondaire. Quant à moi, le repos du guerrier, c'est pas pour tout de suite. Je vous prépare le top 10 de 2023, et évidemment on va s'attaquer au flop avant de faire la vidéo sur Tiff. C'est le programme du mois de janvier. Sur ce, très fatigué, sa grand-mère, et voilà, encore merci. Je vais pas parler 1000 ans pour rien à la fin de la vidéo. Ciao.